Votre émission médicale vous est présentée en partenariat avec santémaghreb.com, le guide de la médecine et de la santé au Maghreb. Pourquoi un livre sur les allergies alimentaires et à qui s'adresse-t-il? C'est un livre qui s'adresse d'abord à un public qui connaît ou qui est confronté aux allergies alimentaires. Et je dirais que ça s'adresse d'abord aux patients experts, c'est-à-dire qui veulent en savoir plus sur leur allergie alimentaire ou celle de leur enfant. Mais ce livre s'adresse également à tous ceux du corps médical ou paramédical qui veulent en savoir plus sur les allergies alimentaires et qui n'ont pas eu de formation en allergologie. Il y a d'une part une prise de conscience du phénomène de la pathologie allergique qui augmente, et là les statistiques sont là pour le démontrer. Et aujourd'hui on sait que les allergies alimentaires en particulier ont augmenté, mais d'une manière considérable. Il y a eu des études qui ont été faites épidémiologiques qui ont comparé dans certains pays, notamment si je prends l'Angleterre, il y a un très beau travail, qui montre une augmentation du nombre, par exemple, d'admissions pour anaphylaxie, c'est-à-dire pour des réactions immédiates, sérieuses aux aliments, qui a été multiplié par un facteur 5 à 10 sur une période d'une dizaine d'années. Donc il y a aujourd'hui de plus en plus d'allergies alimentaires, et en particulier si on regarde l'âge de naissance, eh bien, il y a aujourd'hui un pic chez les enfants qu'on ne retrouve pas chez les adultes, par exemple, de plus de 40 ans. La déficience de l'allergie est toute simple. L'allergie, c'est une autre façon de réagir. Ça veut dire que tout le monde va manger le même aliment. Il y a quelqu'un qui va réagir différemment. Différemment, ça veut dire qu'il peut présenter donc des symptômes immédiats, voire éventuellement retardés après l'ingestion de cet aliment. On parle dans ce cas-là d'hypersensibilité. Ça veut dire qu'il y a un mécanisme immunologique, à la différence des intolérances. Quand on est intolérant, on peut ne pas tolérer un aliment pour des raisons d'ordre. Soit on manque d'enzymes pour digérer tel ou tel aliment ou pour le neutraliser en ce qui concerne l'histamine ou autre. Là, on est dans un phénomène d'intolérance. Dans l'allergie, c'est un mécanisme immunologique à mémoire. Et donc, à chaque fois qu'on rencontre à nouveau l'aliment, eh bien, on va refaire la même réaction, voire une réaction qui peut être parfois plus sévère, ça dépend des conditions. La panoplie est très large. La réaction la plus simple et la plus banale, c'est la personne qui, quand il croque dans une pomme ou dans un autre fruit de la famille des rosacées, c'est-à-dire les pommes, les poires, les pêches, les abricots, eh bien, il va ressentir des démangeaisons dans la bouche, dans la langue, etc. Ça, c'est je dirais, les symptômes les plus simples, les plus banaux et les plus bénins. Puis vous avez des symptômes un petit peu plus importants qui peuvent être des réactions cutanées, une difficulté à respirer, les yeux rouges, la toux, vous pouvez avoir des gonflements donc au niveau des yeux, des paupières, du visage. Et puis on peut faire également un malaise, une baisse de tension, un choc anaphylactique, voire une difficulté, donc un œdème au niveau de la glotte qui empêche de respirer. Donc ça peut aller jusqu'à une réaction qui peut compromettre le risque vital, si vous voulez. En ce qui concerne les aliments, il faut savoir que l'allergie alimentaire peut avoir des manifestations digestives et extradigestives. Ça veut dire qu'en prenant un aliment, on peut simplement avoir mal à l'estomac, vomir, avoir de la diarrhée, de la constipation. Ce sont des symptômes purement digestifs. Une œsophagite
c'est digestif. Et puis on peut avoir des manifestations extradigestives qui peuvent toucher la peau, qui peuvent toucher le système cardiovasculaire, la respiration, etc. Ces manifestations sont liées le plus souvent à une allergie immédiate, IgE-dépendante. Maintenant, il y a des manifestations aussi retardées, comme l'eczéma qui peut survenir après la consommation de certains aliments ou d'autres manifestations retardées. Il n'y a pas que les aliments qui donnent de l'allergie, bien entendu, puisqu'il y a aussi les allergènes respiratoires, qui sont les pollens, qui sont les fanères d'animaux, c'est-à-dire les poils et les squames de chats, de chiens, de chevaux, de lapins, de chinchillas, etc. Et puis les moisissures. Il y a également les allergènes qui peuvent être éventuellement inoculés à travers la peau par les piqûres d'insectes, les hyménoptères, donc ce sont les guêpes, les abeilles, les frelons, qui peuvent donc injecter leur venin et on peut devenir allergique au venin également. C'est une réalité aussi. On s'est aperçu que vivre aujourd'hui dans les cités modernes, eh bien, naître et vivre dans les cités modernes, c'est surtout naître d'ailleurs, qui va être un facteur déterminant parce que les enfants qui sont nés et qui ont grandi à la campagne dans une ferme et qui ont bénéficié d'un certain environnement, et là on parle d'environnement, entre parenthèses, surtout bactérien, et c'est cet environnement-là qui va façonner leur système immunitaire pour gommer cette réactivité allergique et l'empêcher de se développer. Quand on est, on a cette possibilité de devenir allergique ou pas. Et pour ne pas le devenir, on doit rencontrer un certain nombre de microbes dans notre environnement, qu'ils soient dans l'air, qu'ils soient dans l'alimentation, dans le lait, dans les aliments, etc. Eh bien, quand on ne les rencontre pas ou on en rencontre d'autres, eh bien, notre système immunitaire va prendre une autre trajectoire, celle de l'allergie. Et donc les enfants qui naissent dans les villes, c'est la théorie hygiéniste, eh bien ils sont moins au contact de ces bactéries. Aujourd'hui, on ne boit plus de lait cru, on ne boit que du lait qui est pasteurisé, qui est entre guillemets stérilisé. Et avec ça, les enfants sont souvent intolérants ou font des allergies au lait aussi. Voilà. Et ensuite, de plus en plus, on a beaucoup introduit, l'hygiène est devenue une règle dans notre vie aujourd'hui, et la stérilisation, les petits pots pour bébés qui sont stériles, propres, qui manquent finalement de toutes ces bactéries qui sont importantes pour notre système immunitaire, pour l'éduquer, pour qu'il ne devienne pas allergique. Eh bien, quand on vit dans des conditions aujourd'hui citadines, eh bien, on perd cette chance d'être en contact avec tout cet environnement bénéfique et notre système immunitaire est façonné d'une manière qu'il prend une trajectoire allergique. Donc, que faut-il faire aujourd'hui pour prévenir l'allergie? Alors, on sait que dans les laits, par exemple, pour les nourrissons, on a introduit des bactéries qui sont des lactobacilles, par exemple, qui vont aider le système immunitaire à se développer dans la bonne direction. On essaie de mettre donc des prébiotiques, des probiotiques. Ce sont ces probiotiques qui sont nécessaires à la bonne éducation de notre système immunitaire. Mais les mesures de prévention sont multiples. Et aujourd'hui, ce qui est aussi dangereux, ce sont les environnements trop riches et monoallergéniques. Ça veut dire qu'on utilise beaucoup de perturbateurs de l'immunité. On connaît bien les perturbateurs endocriniens, mais les autres perturbateurs de l'immunité, eh bien, ce sont tous les substances conservateurs que vous pouvez trouver dans les boissons, dans l'alimentation, que vous pouvez trouver dans les cosmétiques, en commençant par le dentifrice, etc. Donc, on dit aux enfants de vous brosser les dents, mais dans le dentifrice, il y a aussi des substances qui sont des conservateurs qui
peuvent changer notre microbiote intestinal et donc désorganiser un peu nos défenses immunitaires. Mais il n'y a pas que le dentifrice, il y a dans plein de choses, hein, dans tout ce que l'on mange, on boit, quand on met de l'eau dans des bouteilles en plastique, etc., etc. Tout cela, finalement, participe et a participé et continue à participer à changer notre environnement. Donc il n'y a pas que dans l'air, il n'y a pas que dans la maison, ce n'est pas qu'à l'extérieur, ce n'est pas qu'à l'intérieur que ça a changé, dans nos assiettes ça a changé, dans toute notre façon de vivre qui a changé. On a plus de véhicules polluants, on a plus d'émissions de particules diesel qui sont dangereuses pour notre système immunitaire, respiratoire. Et donc tout cela additionné bien fait que on développe de plus en plus d'allergies respiratoires, mais aussi alimentaires. De plus en plus jeunes, aujourd'hui, les enfants ont une prévalence, c'est-à-dire une plus importante d'allergies alimentaires, 2 fois plus que chez l'adulte. On est aux alentours de 7 à 8% d'allergies alimentaires chez l'enfant, et on est aux alentours d'environ 3 au maximum 4% chez l'adulte. On va parler dans les allergies alimentaires de phénomènes de mode, parce que chez les enfants, régulièrement, on entend dire par des pédiatres, entre autres, qu'il faut que l'éviction de certains aliments jusqu'à un certain âge est la solution pour éviter d'avoir des allergies, de développer des allergies plus tard. Est-ce que c'est prouvé? Est-ce que c'est... Alors aujourd'hui, c'est ce que l'on disait il y a quelques années. Au début des années 2000, on disait encore ça, et c'était même écrit dans certaines recommandations, qui n'ont plus cours aujourd'hui. Aujourd'hui, la preuve a été faite qu'il faut introduire chez tous les enfants, sauf quand ils sont allergiques, prouvé, mais chez tous les enfants, chez tous les nourrissons, il faut faire la diversification au moment où elle doit se faire. Il ne faut surtout pas retarder l'introduction des aliments dits allergisants, comme la cacahuète, comme la noisette, comme le sésame, comme le kiwi, comme je ne sais pas quoi. Il ne faut pas retarder l'introduction de l'œuf, il ne faut pas retarder l'introduction du poisson, etc. Parce que certains parents, parce qu'ils ont eu un enfant ou parce que leur... Non. Aujourd'hui, il faut faire la réintroduction. On a une fenêtre d'opportunité qui permet, où le système immunitaire du nourrisson est beaucoup plus apte à développer de la tolérance, et donc on doit en profiter. Cette fenêtre commence à 4 mois, et donc on a entre 4 mois et 7 mois une fenêtre pour introduire un maximum de choses, mais on peut encore introduire au-delà, bien entendu, jusqu'à 1 an, etc. On continue à introduire, parce qu'on ne peut pas tout introduire dans cette petite fenêtre. Mais les principaux allergènes, il ne faut pas retarder l'introduction du gluten notamment, il faut le faire entre 4 et 7 mois. Il faut commencer à donner donc, des viandes, il faut commencer à donner du poisson, il faut commencer à donner de l'œuf. Il ne faut pas les retarder chez un enfant qui est issu d'une famille allergique ou qui ont déjà eu un enfant allergique ou dont les parents sont allergiques sous prétexte que ça va le protéger. Au contraire, il a été prouvé que si on retarde l'introduction, eh bien on aura beaucoup plus d'allergies, jusqu'à 5 fois plus, en retardant l'introduction. Ça a été démontré dans une très belle étude qui a été faite en Angleterre. Eh bien les enfants chez qui on a introduit beaucoup plus tard, par exemple l'arachide, avaient une prévalence beaucoup plus élevée d'allergie à l'arachide, comparé à une autre série d'enfants qui vivaient d'ailleurs dans un autre pays, puisque le professeur Gédéon Lac, qui avait fait cette étude avec Georges Dutoit, avait montré qu'en Israël, où les enfants on leur donnait beaucoup plus tôt une plus grande quantité donc, de cacahuètes eh bien, dans l'année, eh bien, ils avaient beaucoup moins d'allergies à l'arachide. Donc, c'était totalement contradictoire par rapport à ce principe de précaution que nous avions et qui disait jusqu'au début des années 2000, il faut retarder les allergènes dangereux. Aujourd'hui, on ne les retarde pas
parce qu'on sait que quand on les introduit plus tôt, eh bien, on obtient plus de tolérance. Et quand on les introduit plus tard, on a plus d'allergies. Donc on a intérêt à introduire plus tôt les aliments, même les plus dangereux. Si une allergie survient, bien entendu, on arrête. Oui, bien sûr, ça change. Voilà. Mais aujourd'hui, il faut savoir que même l'éviction, quand on la pratique, et là, beaucoup de, hélas, de confrères ne sont pas encore, n'ont pas remis à jour peut-être leur connaissance dans ce domaine-là. Ils le feront avec votre livre? Oui, ils peuvent le faire, entre autres, avec mon ouvrage. Eh bien, il faudrait savoir que l'éviction stricte n'est plus recommandée. Aujourd'hui, on sait que la tolérance peut être obtenue à faible dose. Donc il ne faut absolument pas faire d'éviction stricte pour un aliment pour lequel on a découvert une allergie. Il faut déterminer quel est le seuil de réactivité et adapter les mesures d'éviction à ce seuil. Et donc si un enfant tolère quelques milligrammes, eh bien il faut le laisser consommer régulièrement des milligrammes, voire un peu plus, des dizaines de milligrammes, etc. Et ça, on peut le déterminer en faisant un test de provocation orale à l'enfant. Et ça nous permet de connaître son seuil de réactivité. Et à partir de là, eh bien, on sait qu'il peut, et pareil pour le lait, il ne faut pas interdire le lait strictement sous toute forme, parce qu'on est allergique au lait. Il y a des formes où il faut interdire, mais c'est rare, c'est exceptionnel. Et ça se détermine, enfin, vous posez le diagnostic au travers de tests? Alors, au travers de tests biologiques, de tests de provocation orale, et on sait que aujourd'hui, 2/3 à voire 3/4 des enfants allergiques au lait peuvent tolérer par exemple du lait cuit dans des gâteaux. Donc il ne faut pas leur interdire de manger des gâteaux sous prétexte qu'ils contiennent du lait. Parce que le fait de cuire le lait dans le gâteau à plus de 180 degrés pendant 20 à 30 minutes, eh bien, les protéines de lait vont être dénaturées, vont se modifier, vont devenir moins immunoréactives et donc vont être mieux tolérées par ces enfants. Et puis, s'ils tolèrent un quart de gâteau, ben, il faut lui donner un quart. S'il tolère une moitié, il faut lui donner une moitié, etc. Et aujourd'hui, on est plutôt dans une démarche de comment induire et faciliter la tolérance vis-à-vis des aliments et ne pas rester dans l'éviction stricte. Ce qui a été démontré au début des années 2000, c'est que les enfants qui suivaient un régime d'éviction stricte, c'était parmi ces enfants-là qu'on avait le plus d'accidents avec des anaphylaxies graves, avec des chocs graves par la suite. Alors que les enfants qui consommaient quand même des traces et des petites quantités de l'aliment auquel ils étaient allergiques, mais en toute petite quantité, eh bien eux faisaient beaucoup moins souvent d'accidents allergiques par la suite, voire même finissaient par guérir dans certains cas. Et donc aujourd'hui, on sait qu'on peut faire guérir les allergiques alimentaires tout simplement en faisant une éviction non stricte, d'une part, et puis en mettant en place des protocoles d'induction de tolérance qui vont prendre bientôt, qui vont être mieux structurés, puisqu'il y a au moins 2, mais il y en a plus que ça, 2 jeunes sociétés qui sont en train de travailler sur des traitements de désensibilisation, par exemple, qui s'adressent aux enfants allergiques à l'arachide ou aux adolescents allergiques à l'arachide. Eh bien, on va pouvoir les traiter en leur administrant soit sous forme donc de gélules qui contiennent des quantités pesées, bien connues, des toutes petites quantités au début qui vont être progressivement croissantes de cacahuètes, et on va comme ça les désensibiliser à leur allergie à l'arachide, à la cacahuète. Et aujourd'hui, il y a même une deuxième société française, une jeune société de biotechnologie, qui a mis en place un dispositif que l'on colle, c'est un petit disque autocollant qu'on met sur la peau du dos, donc on peut mettre chez l'enfant et qu'on change tous les jours, et qui est chargé avec une très faible quantité de protéines de cacahuètes. D'ailleurs, au bout de 3 ans de traitement,
la quantité totale de protéines de cacahuète qu'on met sur le dos avec ces petits patchs qu'on colle est l'équivalent d'une seule cacahuète seulement. Et pourtant, au bout de 3 ans, ces enfants qui ne toléraient pas une demi, voire un dixième de cacahuète, vont tolérer jusqu'à plus de 5 cacahuètes, sans faire de réaction. C'est quand même extraordinaire. Donc aujourd'hui, il y a de nouvelles approches basées sur la désensibilisation des allergiques aux aliments. Ça a commencé pour la cacahuète, il y a des traitements qui se font aussi pour le lait, depuis pas mal d'années déjà, pour l'œuf. Il y en a d'autres qui sont en cours de développement pour d'autres allergènes, comme les crustacés, puisque ça aussi, ça touche beaucoup les adultes, les allergies aux crevettes et aux autres crustacés. On en fera également pour d'autres aliments comme des fruits. Aujourd'hui, on peut désensibiliser les personnes qui ont des allergies aux pommes notamment, à toute la famille donc, de ces fruits à noyaux. Ça a été testé pour le kiwi et d'autres. Donc, mais aujourd'hui, ça reste encore dans le domaine de je dirais, confidentiel, c'est-à-dire ce n'est pas tous les allergologues qui font ça, ce n'est pas tous les centres hospitaliers qui font ça, mais je peux vous dire que dans la décennie qui arrive, ce sont des techniques qui vont, je l'espère, se généraliser et bientôt, au moins par ce moyen-là, on pourra proposer un traitement à ces enfants et non pas les étiqueter allergiques à vie à la cacahuète ou à la noisette, etc. etc. Avec les facteurs d'exclusion qu'on connaît d'enfants qui sont obligés, par exemple, qui sont scolarisés mais qui sont obligés de partir avec leur cantine ou ce genre de choses. Le nombre de PAI, les projets d'accueil individualisés, ne cesse d'augmenter d'année en année. Depuis la mise en place de ce dispositif en 2003 à aujourd'hui, chaque année, nous devons renouveler donc ces PAI pour permettre à ces enfants de continuer à aller à la cantine scolaire, mais avec un panier repas pour qu'ils ne puissent pas manger comme les autres, pour éviter tout risque d'accident à l'école, parce qu'il y en a quand même des accidents à l'école. Mais même avec le PAI, même avec la trousse d'urgence, cela ne résout pas un certain nombre de problèmes qui sont, d'une part, l'arrivée, le déclenchement de nouvelles allergies qui n'étaient pas connues et qui se déclenchent pour la première fois à l'école. Donc ça arrive. La moitié des accidents qui arrivent à l'école, ce sont des enfants qui n'étaient pas connus comme étant allergiques. Il y a ceux qui sont connus, qui ont leur trousse et qui peuvent quand même faire un accident parce qu'il y a eu une erreur, mais il y a ceux qui n'étaient pas connus et qui déclenchent pour la première fois une réaction. Ça représente au moins la moitié des cas à l'école. Deuxième problème, c'est tout le côté psychologique pour l'enfant, avec des risques d'exclusion, avec des risques de troubles de comportement alimentaire, avec ces aversions que les enfants vont développer pour certains aliments qu'ils ne vont plus pouvoir consommer parce qu'ils sont la peur, la crainte de l'accident, le dégoût, les parents souvent etc. ont leur responsabilité aussi. Et bien entendu, tout ce que les parents peuvent vivre comme difficultés, qui peuvent être parfois énormes, pour faire accepter que leur enfant continue à avoir des activités, à déjeuner à la cantine scolaire, à ne pas avoir tous les jours le même plateau repas, parce qu'il y a des municipalités qui n'acceptent pas le panier repas et qui obligent les parents à payer un plateau repas qui est fait par certaines sociétés. Donc aujourd'hui, il y a des prestataires de services qui font des plateaux repas pour les enfants allergiques. Bon, mais le problème, c'est que ce n'est pas le même choix, c'est pas la nourriture de maman, et ça, pour l'enfant, parfois, ça peut poser des problèmes d'ordre psychologique vis-à-vis donc de la nourriture. Donc, beaucoup donc, de problèmes qui sont liés directement ou indirectement à l'allergie alimentaire, et dont on trouve d'ailleurs toute une partie de l'ouvrage que j'ai rédigé qui est consacré justement à cet aspect psychologique et social, et cet aspect même, je dirais, sociétal de l'allergie alimentaire aujourd'hui, et sa prise en charge.
les allergies, vous avez vu que ça peut démarrer par des choses très bénignes, pas dangereuses, et ça peut aller jusqu'au choc anaphylactique. Et on a des décès juste au réseau d'allergovigilance. Sur la période 2002-2017, on a recensé 16 décès par allergie alimentaire en France. Mais ça représente très peu par rapport aux vrais décès par allergie alimentaire qui sont beaucoup plus importants que ça, puisqu'on considère qu'il y a à peu près 0,3 cas par million d'habitants. Ce qui est quand même pas négligeable si on multiplie par le nombre d'habitants en France. Donc, par rapport aux intolérances, donc l'allergie peut être grave, peut aller jusqu'au choc fatal. Les intolérances, ça va donner, si je prends l'intolérance ou l'intoxication à l'histamine, c'est une forme d'intolérance. Vous mangez un aliment qui est trop riche en histamine parce que vous avez acheté un thon en promotion ou parce que tout simplement vous êtes allé au restaurant que le thon frais qu'on vous a servi n'était pas si frais que ça, eh bien vous pouvez faire une réaction qui ressemble à de l'allergie, des rougeurs, maux de tête, on peut même vomir, on peut avoir des boutons partout, etc., de l'urticaire. C'est tout simplement une intoxication par l'histamine qui était dans ce thon mal conservé. On est dans l'intolérance. Parce que là, c'est un phénomène, nos capacités de détoxification de l'histamine sont débordées. On peut être dans l'intolérance quand on ne tolère pas le lactose. Notre enzyme est génétiquement programmée chez un certain nombre de personnes à s'arrêter de fonctionner très rapidement. Et donc après, si on prend du lait, eh bien, on ne va pas bien le digérer. Ce sont les bactéries coliques qui vont faire ce travail à notre place. Ça va gonfler, ballonner, on va avoir des gains, on ne se sent pas bien, on est fatigué, on peut avoir de la diarrhée. Donc ce sont les troubles qui sont liés. Dans ce cas-là, on est dans l'intolérance au lactose. Mais en Europe, et en particulier en France, on est plutôt très tolérant au lactose, puisque au moins 70% de la population tolère parfaitement le lactose à l'âge adulte. Il y a environ 30% de personnes qui sont intolérants, mais qui tolèrent quand même une certaine quantité, surtout si elle est fractionnée, etc., etc. Et il y a moins de 5% de vrais intolérants qui, eux, ne tolèrent pas la toute petite quantité de lactose. Mais dans l'ensemble, même ceux qui sont intolérants au lactose, si on leur donne ils peuvent tolérer jusqu'à 12 grammes de lactose par jour, surtout si c'est fractionné, si c'est pris avec d'autres aliments, etc. Mais comme vous pouvez le voir, ça ne fait mal au ventre, ça donne la diarrhée, ça donne tout cet inconfort digestif, mais c'est quand même beaucoup moins grave que les problèmes d'allergie. Aujourd'hui, la difficulté donc, avec l'allergie, c'est que quand on est avec des phénomènes de type anaphylaxie, qui peuvent donner des chocs, on est obligé de porter sur soi une trousse d'urgence avec de l'adrénaline injectable. Un stylo d'adrénaline qu'on peut s'injecter soi-même ou que toute autre personne présente aux alentours peut injecter. Le fait d'injecter un stylo d'adrénaline à un enfant qui fait une réaction ou un adulte qui fait une réaction d'allergie n'est pas un acte médical. Le fait de l'injecter, ce n'est pas un acte médical. Au contraire, si vous ne le faites pas et que la personne l'a, eh bien, on peut être condamné pour non-assistance à personne en danger. Et donc on ne peut pas se protéger par « je ne suis pas infirmier, je ne sais pas faire, je ne sais pas ». Non, c'est un acte responsable de bon samaritain. On doit, quand quelqu'un fait une réaction allergique, s'il dispose d'un stylo auto-injecteur d'adrénaline, si lui perd connaissance et il ne peut pas le faire lui-même, il faut lui faire. C'est la prescription qui est un acte médical, l'utilisation n'est pas un acte médical puisqu'il y a déjà une ordonnance et une indication. En France, chaque enfant a dans sa trousse d'urgence au moins 2 stylos auto-injecteurs d'adrénaline, voire 4, parce qu'il en faut
pour la cantine scolaire, après les cours, il en a aussi pour le soir, etc. Aujourd'hui, dans d'autres pays, si je prends les États-Unis, eh bien, beaucoup d'États, plusieurs États, ont aujourd'hui voté des lois pour qu'on ait des stocks d'adrénaline disponibles dans les écoles, mais aussi dans les lieux publics. Ça veut dire que vous pouvez en trouver dans un supermarché, dans un aéroport, dans une gare, comme il y a des défibrillateurs. En France, on en est où? Eh bien, en France, ça avance. La réflexion avance, puisqu'il y a un confrère qui a beaucoup avancé avec les médecins scolaires, pour essayer de faire passer cette idée, alors bonne ou pas bonne, elle est aussi critiquée, de mettre en place de l'adrénaline dans toutes les écoles sans qu'elle soit nominative pour tel enfant, et qu'on puisse l'utiliser notamment dans les cas d'allergies nouvelles qui se déclarent. Alors se pose la question de il n'y a pas de prescription. Et donc là, effectivement, mais en appelant le médecin régulateur du SAMU, en expliquant ce qui se passe, il y a un médecin derrière qui va dire « faites ça ». Et donc là, il y a une couverture, si je puis dire, sur le plan médical, qui pourrait donc, et ça permettrait, si cela se mettait en place, peut-être à terme, puisqu'on voit que les prescriptions augmentent, eh bien ça permettrait peut-être à terme de faire des économies, parce que, bon, on en prescrit beaucoup, ils ne sont pas utilisés, mais à la rigueur, c'est tant mieux, parce que c'est-à-dire que les gens prennent bien leurs précautions et ils font attention. Mais d'un autre côté, si dans une école, vous avez, je ne sais pas moi, 4 stylos, si vous avez 6 enfants dans cette école qui ont chacun 2 stylos, vous voyez, la différence est vite vue. Peut-être, donc ça pourra se faire un jour en France. En tout cas, aux États-Unis, c'est déjà le cas. Alors, c'est vrai que là, on parle véritablement de mode, parce que c'est une mode qui est peut-être venue, là encore, des États-Unis, où près de 20% de la population mange sans gluten, alors que la prévalence de la maladie cœliaque, c'est-à-dire l'intolérance vraie au gluten, qui est une maladie auto-immune, qui est dangereuse, etc., avec des conséquences, eh bien celle-là, elle ne touche que 0,5 à 1% de la population. Donc, vous voyez, un décalage énorme. De la même façon, en France, on est dans un niveau de prévalence identique, entre 0,5 et 1% de maladie cœliaque. Et pourtant, de plus en plus de gens vous disent je me suis mis au régime sans gluten, je me sens mieux, sous le conseil du naturopathe, de diététicien, de ceci, cela. Ou d'une revue. Pardon ? Voilà, ou d'un magazine, ou de féminin ou masculin que j'ai lu et qui disait que c'était très bien, ou tel. Voilà. Alors, il y a aujourd'hui, entre l'allergie au blé et au gluten, entre la maladie cœliaque, qu'on appelle intolérance au gluten, entre les deux, des personnes qui ne tolèrent pas le blé, on les appelle hypersensibilité, certains l'ont appelé hypersensibilité, d'autres sensibilité. Les Anglais l'appellent sensibilité au gluten non cœliaque. Parce que quand on parle d'hypersensibilité, on se dit, tiens, est-ce que c'est pas un peu allergie ? Bien, il y a des patients, quand vous leur retirez le blé, ils vont mieux. C'est vrai. Ce n'est pas que psychologique. Ce n'est pas que psychologique. Mais quand on enlève le blé, ce n'est pas que le gluten qu'on enlève en réalité. Parce que les Italiens, qui ont beaucoup ce problème-là, qui ont beaucoup de maladies cœliaques plus qu'en France, eh bien, eux se sont vraiment penchés sur la question. Ils ont fait des tests en donnant des capsules avec que du gluten. Et résultat, ça ne déclenche pas de symptômes. Ils sont sous régime sans gluten, sans blé, et ils leur donnent des capsules de gluten, ça ne déclenche pas. Donc il y a autre chose dans le blé que le gluten qui peut déclencher cette sensibilité qu'on appelle au blé non cœliaque. Eh bien, dans le blé, il y a aussi des sucres qu'on ne sait pas digérer, qu'on appelle des fructanes, donc des fructo-oligosaccharides, ce sont des sucres
qu'on ne sait pas bien digérer sont les bactéries qui les digèrent à notre place, et donc ça gonfle, ça fait tout cet inconfort intestinal. Il y a dans le blé d'autres protéines que le gluten. Notamment, on parle beaucoup de l'inhibiteur de la trypsine amylase, qui est une protéine qui sert à protéger le grain de blé pour qu'il ne soit pas attaqué par les champignons, les bactéries qui veulent prendre l'amidon qu'il y a dedans. Eh bien, d'autres substances peuvent être dans le blé, sans compter que aujourd'hui, avec le blé peut véhiculer aussi des résidus de pesticides. On a beaucoup parlé du glyphosate, mais vous voyez, donc finalement, il faut parler de sensibilité au blé non cœliaque. Ça représenterait, selon les statistiques aujourd'hui, peut-être entre 3 et 10% de la population qui serait intolérante. Et alors dans ces intolérants, donc, il y a ceux qui ne tolèrent pas les sucres, les fructanes, ceux qui ne tolèrent pas d'autres protéines, comme l'inhibiteur. D'autres peut-être sont des vrais allergiques, mais qui sont sous le seuil de détection et qu'on ne peut pas identifier comme étant allergiques aujourd'hui. Par contre, je terminerai par vous dire que, attention, ceux qui prétendent rechercher les intolérances alimentaires en faisant des dosages d'IgG anti-aliments, alors là, attention, les IgG anti-aliments, il n'y a pas de preuve aujourd'hui médicale de leur implication parce que leur présence est tellement répandue dans la population qui ne se plaint de rien qu'on ne peut pas s'en servir comme test discriminant pour dire que vous avez ça ou ça. Les tests sont excessivement chers. Ils sont chers, ils ne sont pas remboursés, et de toute façon, on en trouve chez des IgG, chez plus de 80% des gens qui sont en bonne santé, qui ne se plaignent de rien, chez les témoins. Donc comment voulez-vous, selon les études et selon l'aliment que l'on considère, vous avez des positivités qui peuvent atteindre, si je prends le blé ou le lait, entre 50 et 80%. Comment voulez-vous que ce test vous permette de différencier quelqu'un qui est intolérant, entre guillemets, à cet aliment de quelqu'un qui ne l'est pas, s'il est aussi positif chez les sujets qui ne se plaignent de rien. Donc c'est un très mauvais test diagnostique. Le fait de faire des IgG, il y a plein d'explications, ça fait partie du processus naturel de tolérance. Le fait qu'on fabrique ces IgG, au contraire, le plus souvent, ils sont un marqueur de tolérance, et on le voit très très bien quand on a fait ça chez les nourrissons. Eh bien, quand on tolère un aliment, on va fabriquer de plus en plus d'IgG vis-à-vis de cet aliment. Donc, ce n'est absolument pas un marqueur de maladie. Donc, on a appelé pas d'exclusion à son propre niveau, on consulte un médecin, l'allergologue. Tout à fait. Quand on suspecte une allergie, il faut aller consulter de préférence un allergologue, parce qu'avec les outils dont nous disposons aujourd'hui, les tests cutanés, les dosages IgE spécifiques, les tests de provocation orale, eh bien on va voir que beaucoup de plaintes allergiques n'en sont pas en réalité. Et puis on fera la preuve par la suite de si c'est une allergie, on la démontrera. Ne pas mettre en place de régime d'éviction juste sur des tests biologiques, même des tests d'allergie. Quand vous trouvez des tests positifs, si l'enfant ou l'adulte avait ou consommé sans problème ces aliments-là, il continue à les consommer, il va consulter d'abord avant de les supprimer d'office sans réfléchir. Attention, les tests biologiques seuls ne permettent pas d'établir un régime. C'est valable pour les tests d'allergie que pour les tests d'IgG. C'est pas bon tout seul, on ne peut pas fonctionner avec ça. Pas d'éviction donc qui ne soit pas guidée par un médecin. Lorsque l'éviction est justifiée, eh bien, il faut qu'elle soit guidée par un médecin, qu'il soit allergologue, pédiatre, médecin généraliste, ou par un nutritionniste ou une diététicienne. C'est vrai que, et ça nous en tant qu'allergologue on le ressent, on a l'impression que les allergies c'est un peu comme les soldes du blanc, c'est-à-dire il y a une saison pour...
Et alors, dès que le mois de mars arrive, on a tous les journalistes et tous les de santé qui viennent. Dans la presse, voilà, la presse, les allergies, les pollens arrivent, etc. D'abord, il faut savoir qu'en matière d'allergie alimentaire, il n'y a pas de saison, c'est toute l'année. Alors, il y a des allergies saisonnières parce qu'on mangera plus de fruits l'été, etc. Mais les allergies alimentaires peuvent se déclencher à tout moment et toute l'année. Deuxièmement, les allergies, ce n'est pas que les pollens, parce qu'il y a aussi la saison des acariens à l'automne quand on met le chauffage en route et qu'on s'enferme et qu'on met et là on développe plus d'acariens dans la maison et on développe plus d'allergies au mois d'octobre, novembre, décembre. Après, vous avez toutes les allergies saisonnières qui sont liées au pollen, mais pas que les pollens, il y a aussi les moisissures qui sont dans l'air. Et quand vous avez en plus des moisissures dans votre domicile parce qu'il est humide ou que vous avez eu un dégât des eaux, eh bien, vous pouvez souffrir d'allergies toute l'année. Et quand vous êtes devenu allergique aux poils, esquames d'animaux, eh bien là aussi l'allergie n'a pas de saison. Et si vous êtes devenu allergique aux chevaux, etc., c'est pareil. Donc ça va être à chaque contact que ça va se manifester. Et puis enfin pour ceux qui vivent dans des habitations collectives et dans des mauvaises conditions de vie, il faut savoir que les simples blattes que l'on peut voir dans les cuisines, eh bien, sont des allergènes puissants. Il n'y a pas que les pollens. Hein. Parmi les pollens, bien sûr, il y a les pollens de graminées l'été, il y a les pollens d'arbres qui commencent maintenant et selon les régions. Dans le sud, vous avez le pollen de cyprès qui est très allergisant. Vous avez des pollens également donc, de bouleau, qu'on trouve maintenant de plus en plus, le pollen de frêne, le pollen d'olivier, de platane, etc. Il n'y a pas que les pollens, il y a aussi d'autres allergènes, et l'allergie, c'est toute l'année. L'asthme, on peut devenir asthmatique. Il y a si je puis dire, là aussi des phénotypes, ce qu'on appelle les phénotypes ou des trajectoires de l'asthme. Il y a des enfants qui vont, à cause d'infections hivernales, virales, faire des bronchites sifflantes, bronchites qu'on appelle asthmatiformes, et qui sont le plus souvent liées à des virus. Et ces enfants-là peuvent ne pas développer de sensibilisation allergique, et leur asthme disparaît avec l'âge, en grandissant. Puis, vous avez des enfants qui vont tousser, qui vont faire des bronchites également avec des sifflements, et qui se sensibilisent, qui deviennent allergiques, soit aux aliments au début, puis aux pneumallergènes, c'est-à-dire allergènes respiratoires par la suite. Eh bien, ceux-là deviennent des allergiques qui vont devenir des asthmes persistants, et l'asthme va rester plusieurs années et grandir avec l'enfant jusqu'à l'adolescence. Il peut y avoir une petite baisse, et puis il peut se réveiller même plus tard. Et puis il peut évoluer comme ça toute la vie. Il faut savoir que chez l'asthmatique, aujourd'hui, on considère que chez l'enfant, beaucoup d'asthmes sont allergiques. La majorité des asthmes, on considère au moins 80% peut-être des asthmes sont allergiques chez l'enfant. Chez l'adulte, au moins la moitié des asthmes sont allergiques. Au moins la moitié des asthmes. Après, vous avez d'autres facteurs qui peuvent déclencher de l'asthme. Mais l'allergie est un gros pourvoyeur d'asthme par la sensibilisation aux allergènes respiratoires. Les acariens sont en France le premier allergène qui donne de l'asthme, mais il n'y a pas que les acariens. On peut faire de l'asthme également parce qu'on a un chat à la maison, et où on est allergique au chat, même si on ne l'a pas à la maison, et en allant voir le chat. Pas quand on a le belle-mère. Par exemple. Et puis, on peut faire donc l'asthme au contact des animaux, au contact dans les maisons où il y a des blattes, des cafards, ou des moisissures. On peut faire de l'asthme là persistant et même parfois sévère quand il y a une sensibilisation aux moisissures. Et on oublie aussi que les pollens peuvent donner de l'asthme. Et chaque année, on voit, au mois de mars-avril, en été, mai-juin, des crises d'asthme chez les enfants, chez les adultes. Parfois même, c'est le premier symptôme qui va nous révéler cette allergie au pollen, eh bien c'est la crise d'asthme. La crise d'asthme,
Les pollens qui donnent le plus d'asthme au nord, ce sont les pollens de la famille du bouleau, mais ça peut être aussi de la famille du frêne et de l'olivier dans le sud, mais ça peut être aussi le pollen de cyprès aussi qui donne beaucoup d'asthme. Et en été, en mai-juin, vous avez beaucoup de crises d'asthme qui surviennent avec les pollens de graminées. Donc, deuxième cause d'asthme, ce n'est pas que les acariens qui donnent de l'asthme ou le chat, mais c'est aussi les moisissures, c'est aussi les blattes, mais c'est aussi les pollens. Et enfin, chez l'enfant en particulier, mais aussi chez l'adulte, eh bien, il y a des asthmes qui sont induits par les aliments. Et un enfant tout petit peut être allergique au lait et déclencher de l'asthme. Et ça démarre en même temps. Il est asthmatique, jusqu'au jour où on découvre qu'il est allergique au lait, alors qu'il boit du lait tous les jours. L'asthme peut être la seule manifestation parfois d'une allergie. Alors quand on cherche bien, on trouve toujours un peu d'eczéma, un truc qui est passé. Enfin, voilà, mais on n'a pas toujours fait. Voilà. Mais un adulte qui fait une... Alors après, vous avez les bronchospasmes, c'est-à-dire quand je suis allergique aux crustacés, si par erreur je consomme quelque chose qui en contient, eh bien je peux faire une crise d'asthme en même temps que je fais également autres symptômes. Donc il faut savoir, en respirant simplement l'odeur de cuisson de crevettes, je peux faire une crise d'asthme. Donc ça c'est classique. Les allergiques aux poissons, il suffit parfois, pas tous, mais certains, en respirant juste des odeurs de poisson qu'on fait cuire ou de crustacés, ou un enfant qui est allergique à la cacahuète, il suffit parfois même pas qu'il en mange, mais que quelqu'un en mange devant lui, ça sent la cacahuète, et bien l'enfant peut faire une crise d'asthme. Et donc vous voyez, l'asthme, ça peut être les allergies respiratoires, avec certains allergènes prédominants, ça peut être même les allergies alimentaires peuvent donner de l'asthme. On finira par juste un conseil qu'on peut donner aux gens qui regarderont votre interview ce soir. Conseil pratique à mettre en place, on aère son domicile, son appartement, sa maison très régulièrement. Il n'y a que ça. Oui, il faut aérer. Souvent, oui. Il faut aérer régulièrement. Ce qu'il est conseillé, c'est d'aérer entre 20 et 30 minutes sa chambre tous les jours, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il fasse froid, qu'il gèle. Pour les allergiques au pollen, en été, faut-il aérer? Oui, quand même, parce que la pollution intérieure est toujours supérieure à l'extérieur quand on a passé la nuit chez soi. Donc il faut aérer, mais dans ces cas-là, pour éviter que les pollens rentrent, on aère très tôt, le matin, avant que les pollens soient montés et véhiculés par l'air, parce qu'ils montent avec, plus il fera chaud et plus il y aura de pollen. Et si vous faites ça le matin très tôt dans la fraîcheur, vous pouvez aérer pendant 20 à 30 minutes votre domicile, votre chambre, y compris quand vous êtes allergique au pollen. Après, vous fermez les fenêtres et vous vous enfermez chez vous, parce que s'il y a du pollen dehors, il vaut mieux pas sortir pour ne pas faire de crise d'allergie ou d'asthme au pollen. Merci, Dr Chabin. Avec grand plaisir. Merci, Samia.